Eh bien, chers amis, bienvenue une nouvelle fois pour cette nouvelle année, hein, janvier 2019. Bonne année à tous, d'ailleurs, hein. Merci de continuer à suivre les conférences. On va cette année donc commencer par les prévisions astrologiques de l'année. Et contrairement aux astrologues des médias et autres, on ne va pas traiter particulièrement que l'année en cours, et puis travail, amour, etc. Puisqu'ici, le cycle des conférences, c'est de le replacer dans la dégradation cyclique des temps qui a commencé il y a 6000 ans. C'est-à-dire, nous sommes dans ce qu'on appelle le Kali Yuga, hein, c'est-à-dire l'âge de fer, l'âge final, la fin hein, d'un cycle. Et en plus, on est dans la phase finale du cycle. Alors, pour ceux qui suivent les conférences depuis très longtemps, la phase finale du cycle a commencé en 1999. Donc, on est à la dernière période. Voilà. Alors, bien sûr, il y a des années qui ont rythmé un petit peu ça, la Révolution française, 1917, 1944, etc., 1968, puis on arrive 1999. Si vous vous rappelez, dans les années 2008-2015, il y avait le fameux carré Uranus-Pluton. Donc un aspect très, très dangereux en astrologie mondiale qui a justement amené la crise économique, celle de 2009 et les années suivantes, les révolutions arabes, des guerres civiles un peu dans tous les endroits, des catastrophes naturelles, etc., etc. Alors depuis quelques années, il y avait un petit peu de répit, hein, puisque 2017-2018, il ne s'est pas passé de choses trop dramatiques. Et puis là, ça recommence un petit peu depuis fin 2018. Hein, donc les grands aspects mondiaux expliquent un petit peu ça. Donc on va surtout faire, bien entendu, dans une conférence de ce genre, de l'astrologie mondiale. Hein, même si à la fin, vous verrez, il y aura un aperçu signe par signe pour les thèmes individuels. Alors, avant de voir un peu quelle importance ça peut avoir, surtout pour la France, hein, puisque comme je m'adresse surtout à un public français, on va dire, mais alors notre pays, qu'est-ce qu'il va vivre dans les années qui viennent, vu que la situation n'est pas très brillante. Ah, comme tout le monde sait, je vais vous rappeler un petit peu, au cas où certaines personnes prendraient les conférences, eh bien, pour la première fois ou depuis pas longtemps, qu'est-ce que c'est que l'âge de fer, qu'est-ce que c'est que le Kali Yuga. Le Kali Yuga, c'est le terme hindou pour l'âge sombre, l'âge de fer, le dernier âge du monde, le changement de cycle et tout ce qui s'ensuit. Hein. Alors, ça en correspond en gros aux 6000 dernières années d'histoire, comme quoi ça ne date pas d'aujourd'hui, qui est une dégradation des temps. Hein. Alors, quand on est dans la fin des temps, et surtout à notre époque, parce que plus on avance dans le temps, plus ça se dégrade, quels sont les aspects de notre civilisation actuelle? Que vous avez remarqué, certains vantent du matin au soir comme étant extraordinaires, parce qu'il y a beaucoup de sciences, beaucoup de technologies, des vacances et des choses comme ça. Mais en fait, d'un point de vue forcément spirituel, c'est une dégradation. C'est-à-dire que notre société n'a plus rien de spirituel en soi, puisque tout est matériel, technique, hein, rationnel, etc. Alors justement, les bases du monde actuel, c'est la matérialisation. Donc en gros, ces derniers siècles, on a tout matérialisé. Hein, c'est-à-dire la production industrielle, maintenant la société de consommation, etc. Et des choses concrètes, matérielles, développer l'agriculture, produire des objets et tout ce qui s'ensuit. Et bien sûr, au passage, eh bien, on a un peu laissé dans l'ombre, sûrement volontairement, hein, de la part de ceux qui dirigent, eh bien, les aspects moraux, spirituels, philosophiques, etc., etc. Donc vous avez une matérialisation du monde. Au lieu de spiritualiser le monde, on le matérialise. La deuxième chose, c'est que vous avez une rationalisation. C'est-à-dire, en gros, il faut que les choses soient logiques, cadrées, régulières. Il n'y a qu'à voir les codes de loi, tous les codes de toutes sortes, le code civil, le code pénal, tout est à codification et tout ce qui s'ensuit. Alors, les élans du cœur, le romantisme, la poésie, tout ça, c'est un amusement. C'est pour des littérateurs, ça plus beaucoup d'importance. Hein. Et vous avez aussi ce qui va avec, c'est ce que moi j'appelle dans mon jargon. Bon, il est très personnel, mais enfin, l'impérialisme statisticard. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout compter.
c'est-à-dire de publier des listings invraisemblables de chiffres et de pourcentages de tout. Ça va du nombre de pommes de terre, kilos de pommes de terre produites par an, aux tonnes de cuivre, aux tonnes de coton, au machin, au nombre de Français qui font ceci, au nombre de Français qui font cela, et bien entendu, la partie des bureaux de statistiques des ministères, c'est vraiment tout. Si on additionne le tout, et c'est pour ça d'ailleurs au passage qu'on a besoin de l'informatique, qu'on a besoin de machines, il faut des calculs absolument astronomiques qu'une vie humaine ne suffirait pas à faire pour, disons, gérer tout cela. Hein. Alors si on résume, bon, matérialisation plus rationalisation, plus calcul, plus technique, plus ceci, plus cela, on pourrait donner un mot général à la situation actuelle, c'est le quantitatif. Ce qui règne en maître, c'est le quantitatif, ce que René Guénon, grand spécialiste de la tradition primordiale, appelait le règne de la quantité. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est la quantité. Que tout soit quantifié. Alors on peut dire, oui, mais il y a quand même un petit peu de qualité quelque part. Si vous avez un sentiment de bonté, si vous éprouvez un amour, ben là, c'est qualitatif. Mais quelle part ça prend dans la société ? En tout cas, au niveau des médias, au niveau de la politique, au niveau de l'organisation de la société, ça ne compte pas. C'est des choses personnelles, individuelles, etc. Alors que quand vous étiez dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, eh bien justement, le philosophique, le religieux, le mystique, le transcendant et tout ce qui s'ensuit, c'était public. C'était la vie quotidienne, quasiment. Et le matériel avait très peu d'importance, justement, parce qu'il y en avait très peu. Hein. Donc, on en est là. Alors, si on résume, bien, vous avez un accroissement inimaginable du quantitatif et un affaiblissement considérable du qualitatif. C'est la caractéristique de la fin des temps. Hein. Alors, il y a peut-être des personnes qui vont dire, mais alors c'est quoi le qualitatif ? Ben, le qualitatif, c'est l'élan du cœur, c'est le panache, c'est la générosité, c'est la poésie, c'est bon, l'esprit chevaleresque, c'est l'esprit de sacrifice, c'est l'amour, etc. Ça, c'est qualitatif, parce que ça ne se quantifie pas. Hein, si aujourd'hui on dit j'éprouve un sentiment de compassion, qu'est-ce que vous voulez évaluer financièrement un sentiment de compassion? Bon, on n'arrive pas à l'évaluer. Ça veut dire j'ai l'esprit de sacrifice. Je suis l'abbé Pierre, je suis Mère Teresa, je me sacrifie aux autres. C'est-à-dire comment vous évaluez mathématiquement et financièrement la chose, c'est impossible. Alors, là, les autorités ont deux réactions à ça. Ça ne concerne pas la sphère publique, donc c'est votre sphère privée. Si dans votre sphère privée, vous êtes bon, sympathique, etc. Nous, on ne tient pas compte de ça, mais là, c'est ma thèse personnelle, c'est que c'est volontaire que ce soit marginalisé quand ce n'est pas démoli. Parce que si tout le monde était très idéaliste, au point d'être dans la compassion, le sacrifice, la bonté, l'amour, l'esprit de chevalerie, etc., ne pourrait pas 5 minutes supporter notre monde moderne. Donc si on était, non pas 3-4 farfelus, mais 10 millions sur 67 millions de Français, alors là, vu ce qui se passe actuellement dans le pays, là c'est sûr que demain, toute la société s'écroule. Alors comme je dis toujours pour rire, si dans un pays vous multipliez les Gandhi, vous avez 10 millions de Gandhi dans un pays, mais le système est mort. C'est même pas la peine qu'il y ait de gilets jaunes pour faire la révolution. Parce que Gandhi avait 2 tuniques et une paire de sandales. Alors qu'est-ce qu'il consommait? Rien. Donc la société de consommation, le commerce, les firmes multinationales sont mortes. Alors quand vous avez un Gandhi en Inde, ça va, mais sinon il y a 100 millions. Bon, l'économie est obligatoirement totalement par terre. Alors, on me dira, et on dit toujours, oui, mais qu'est-ce qu'on a idéalisé ce personnage, etc. Eh bien évidemment, tant qu'il est tout seul. Alors tant qu'il est tout seul, hein, on en a fait un héros, même chez ceux qui ne l'aimaient pas, puisqu'il combattait l'Angleterre, donc l'Angleterre, si elle avait pu l'éliminer, elle l'aurait fait. Ceux qui ne sont pas forcément hindouistes, etc. Nous-mêmes, en tant que chrétiens, on a idéalisé ce personnage, presque une sorte de nouveau Jésus-Christ. Nous, c'est la même chose. Si on avait des Jésus-Christ, des Saint François d'Assise, des Sainte Thérèse d'Avila, notre société est par terre aussi. Donc ces mystiques, ce qu'on peut appeler comme ça, ces philosophes, ces mystiques, eh bien, notre pouvoir politique est bien content qu'il y en ait très peu. Et quand ils viennent un peu trop importants, et s'ils pouvaient contaminer un monde, et le monde, eh bien, évidemment, quelque part, il serait éliminé. En gros,
met en exemple, on les fait mousser, que dans la mesure où ils représentent un phénomène marginal qu'on utilise médiatiquement. Alors il faut savoir, des choses comme ça sont absolument incroyables. Alors, voilà un peu la situation actuelle. Si on dépeint notre société, elle est comme ça. Alors on me dira, c'est vrai, il y a un progrès technique, il y a un progrès scientifique, on fait des miracles en médecine, on envoie des sondes sur je ne sais pas trop quelle planète, etc. Bon, bah ça, on ne peut pas nier les prouesses techniques. Mais justement, il y a d'autant plus de prouesses techniques qu'il n'y a plus aucune prouesse morale. Et on voit bien, et tout le monde est d'accord, que c'est sur le plan moral et spirituel que la société s'est effondrée. On voit bien toutes les affaires qui se passent aujourd'hui, le nombre de personnes mises en examen, que ce soit dans le milieu économique, dans les finances, en politique, etc., qu'on n'a plus du tout de choses qui se tiennent par rapport aux anciens temps. Je ne vous passe pas la liste des noms, et on ne va pas citer des noms ici, mais des personnes, des milieux, disons, très connus en politique, en économie, qui sont mis en examen, qui sont même arrêtés. On a des exemples dans l'actualité, et des choses qui ne se passaient pas avant. Et on peut les résumer par un hadith du prophète Mohammed. Les hadiths, c'est les propos du prophète tenus hors du Coran, etc. On lui a dit un jour, ben alors, quelle est la caractéristique de la fin des temps? À la fin des temps, eh bien, les hommes politiques sont des voleurs. Oh, c'est le hadith qui le dit, c'est pas moi, mais en fait, bon, on a des exemples tous les jours, non pas de telle ou telle personne qui aurait fauté, mais d'une dégradation morale. Alors, ce qu'il faut retenir de nos temps, c'est que c'est très matérialisé, très rationalisé, et quelque peu, c'est devenu amoral dans le meilleur des cas, immoral dans le pire des cas, etc., etc. Et tout ça, pourquoi? Je vais dire, mais alors pourquoi c'est devenu comme ça? Eh bien, c'est le schéma de la tradition primordiale. Que dit la tradition primordiale? Dans les temps anciens, du temps où on était dans l'âge d'or, eh bien, c'est les maîtres spirituels qui gouvernaient le monde. Ces maîtres spirituels qui gouvernaient le monde étaient branchés sur des entités de plan supérieur, dont ils recevaient des révélations, des conseils, une orientation pour le futur, et eux-mêmes, eh bien, étaient les conseillers des rois et empereurs, qui étaient donc le pouvoir politique, qui eux-mêmes donnaient des ordres à ceux qui représentaient l'économie, l'artisanat, et puis toute la société, la population. Et il s'est trouvé qu'à un moment, il y a eu un retournement de ce schéma. C'est-à-dire que la caste sacerdotale spirituelle a été éliminée. En gros, les hommes politiques de l'époque, rois et empereurs, aujourd'hui on dirait président, premier ministre, etc., ont dit que c'était la politique qui devait tout diriger. Et donc ils ont fait une société, comme on voit aujourd'hui l'importance de la politique et de l'économie, en niant, et c'est pour ça que ces maîtres spirituels dont je parlais tout à l'heure ont été comme expulsés, marginalisés, traités de farfelus, et on voit bien aussi l'évolution des temps depuis 2 à 3 siècles, ce qui reste de la religion. On voit bien que c'est encore une église catholique, elle n'a plus le face qu'elle avait avant la Révolution française. Elle est très aussi, c'est un symptôme de la fin des temps, très en déclin. Elle est concernée d'ailleurs par les aspects astrologiques que vous allez voir. Alors, cette élimination de la caste spirituelle a fait qu'on a essayé de gouverner le monde et de l'administrer sans référence à des principes spirituels, sans recours, invocation et tout ce qui s'ensuit aux dieux et entités supérieures, et puis on a le résultat qu'on a. Alors, à ça, il y a des petits malins qui vont me dire, et ils disent toujours, oui, mais comme vos dieux, vos anges, vos archanges, vos entités, vos maîtres spirituels n'existent pas, eh bien, c'est pas la peine de faire référence à tout ça, puisqu'il n'y a que la matière qui compte, d'où le matérialisme dont je vous parlais tout à l'heure, et que les hommes politiques administrent ce monde, puisqu'il n'y a pas de monde supérieur. Or, nier qu'il y a un monde supérieur, un monde de l'esprit, des entités de toutes sortes, et bien sûr des dieux et un absolu, c'est justement la caractéristique de la fin des temps. C'est-à-dire, les politiques, pour administrer le monde, sont obligés de dire qu'il n'y a rien au-dessus d'eux. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en remettent à eux, ces hommes politiques,
puisque c'est les supérieurs, puisqu'il n'y a rien au-dessus. Résultat, ben, ils croient aux hommes politiques, c'est pour ça qu'il y a une élection. Tout le monde se dit, ça va changer avec celui-là. Bon, vous voyez, les élections en France, qu'est-ce que ça a donné avec les présidents, où à chaque élection, on a cru que ça allait être un sauveur. Et puis résultat, ben, il n'y a qu'à voir l'actualité de ce mois de décembre pour dire, ben, on tourne en rond, on sort de rien, c'est une véritable catastrophe. On ne sait pas du tout ce que ça va donner l'année, ça va peut-être être pire. Eh bien justement, parce que c'est totalement politique, matériel, rationnel, etc., etc. Alors, forcément, je dirais qu'on a créé une société de ce genre, en clair, pour résumer, complètement coupée du spirituel, eh bien, vous avez le résultat que vous voyez. Alors, bien sûr, la question qui se pose, c'est de dire, bah, dans ce cas-là, peut-être que si on revenait au spirituel, oui, mais ceux qui sont en place ne veulent absolument pas. Bon. En gros, ça viendrait de l'idée à personne de dire j'indique le pouvoir politique, je rappelle les maîtres spirituels qui sont dans leur petit coin, je ne sais pas où, dans un monde à part, là, un petit peu occulté, et puis je la remets sur le devant de la scène. Ça, c'est pas possible. Et c'est absolument pas possible. Sauf, bien entendu, l'écroulement complet du système et un nouvel âge d'or. Alors là, bon, on n'en est pas encore là, hein, parce que là, on est plutôt encore, c'est ce qu'on va voir là dans la conférence, on est plutôt dans la décadence, c'est-à-dire la descente. On n'est pas encore dans un âge d'or, on est en train de voir s'écrouler l'ancien monde. Et c'est pour ça d'ailleurs que d'année en année, on ne sort absolument de rien. Hein, ceux qui disent ben, l'année prochaine ça va aller mieux, alors 2018 ça n'a pas été très brillant, mais c'était pas trop catastrophique, mais alors 2019 ça va être mieux ou moins bien. Ah, et 2020 bon, à dire, alors, si c'est plus mauvais, ben alors où est-ce qu'on va? Ah, ça, bon, écoutez. Donc, vous voyez, hein, alors, un dernier exemple avant de passer vraiment aux années qui viennent, hein, puisque c'est le but de l'exposé, mais la traduction primordiale, dans les conférences, on l'a déjà expliqué, je ne sais pas combien de fois, l'état du monde, on l'a expliqué je ne sais pas combien de fois, la fin des temps, hein, je ne sais pas combien de fois, on en a beaucoup parlé, la fameuse bête, la bête au nombre 666, eh bien la bête au nombre 666, c'est tout simplement le système mondialisé et le code 666 du système. Alors on ne va pas faire l'explication aujourd'hui, hein, mais c'est de dire que cette bête, c'est-à-dire ce système, eh bien, est très lié à l'économie et aux finances. Alors, ceux qui disent, qu'est-ce qu'un texte l'Apocalypse de Saint Jean, où ce texte est écrit, ceux qui veulent vérifier, c'est le chapitre 13 de l'Apocalypse. Alors déjà, d'avoir un intitulé de chapitre 13, c'est très particulier. Un verset 16 et 18, les versets 16 et 18, eh bien, on vous dit clairement que la bête a un rapport avec les finances. Alors tout le monde connaît, surtout ceux qui m'écoutent depuis maintenant déjà 5-6 ans, hein, c'est que nul ne pourra acheter ni vendre sans la marque de la bête. Fameuse marque 666. Nul ne peut acheter ni vendre, et même risquerait la mort. Hein, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la marque de la bête sur la main ou sur le front seront mis à mort. C'est-à-dire que le système est quasiment mortel. Qui ne fait pas partie du système, ben on est tellement exclu qu'il ne fait plus rien. Que ce soit un pays, tel peuple ne cadrerait pas avec le système actuel, dit de la mondialisation libérale universelle, truc moche, vous êtes éliminés, sortis du système. Hein, puisqu'on dit, eh bien, ceux qui n'auront pas la marque de la bête sur leurs mains, leur front, seront mis à mort, et nul ne pourra acheter ni vendre s'il n'a la marque de la bête. Il y a bien une allusion aux finances, à quelque chose d'économique, à quelque chose de matériel. Et quand un peu plus loin dans le même texte, on parle de la grande prostituée de Babylone, qui justement est assise sur la bête, c'est dire, c'est le symbole de notre société, cette dame, la prostituée de Babylone, qui s'est un peu commise avec tout le système de toutes sortes, aussi bien les monarchies que la République, l'Église, que tel truc, elle a tout contaminé, eh bien, justement, sa tenue est rouge. Donc la bête est rouge, elle est rouge. Bon, on dit elle est vêtue d'écarlate, de pourpre d'écarlate, comme les rois, les empereurs romains, machin, et on rajoute
Elle a un diadème de diamants, elle a des pierreries, elle a des bagues aux doigts, elle a une coupe en or à la main, etc. Donc on voit bien que c'est une allusion à la richesse, aux pierreries, à l'accumulation de biens matériels. Et alors ce qu'on dit après dans le texte, on est dans un texte bien sûr totalement ésotérique, bien entendu qu'elle est châtiée. Elle est d'ailleurs dépecée par ses propres disciples, qui à la fin comprennent que c'est une vanité, le monde de l'argent, de la richesse, etc. Elle est mise à mort, c'est dire où on en est. Hein. Alors, pour résumer, on voit bien que c'est une allusion à quelque chose de financier et de matériel. Et comme aujourd'hui on dit que notre monde, c'est les financiers, les grandes institutions financières internationales et la bourse qui dirigent le monde, et que les hommes politiques et les chefs d'entreprise ne font qu'obéir à tel taux d'intérêt, tel prêt qui leur est accordé, tel investissement. On voit bien dans l'investissement. Si un pays marche droit, les investissements arrivent de partout pour moderniser l'économie. Il ne marche pas droit, les investissements se retirent. Parce qu'il y a un jeu mondial. Donc déjà, c'est mondial. On vous dit aussi qu'il n'y a pas d'autre système possible. Alors ça, c'est très curieux. Quand on dit, mais ce système-là, puisqu'il produit des malheurs, la mort des gens, la catastrophe dans le tiers-monde, patati patata, les ouvriers chez nous, alors les pauvres, je ne dis pas le dégât, on pourrait en changer. Et on vous répond toujours, il n'y a pas d'alternative. C'est-à-dire, il y a un système, il n'y en a pas de deuxième, il ne peut pas être changé. Donc le système est quasiment éternel, tant qu'il ne saute pas, bien non, c'est un jour il saute. Bon, dire, voilà, il y a ce système-là, mais il n'y a pas de solution alternative. Il n'y a pas de plan B, comme on dit aujourd'hui. Donc, le système s'installe, il est unique, perpétuel, tout, et mortifère, puisque ça aboutit à des millions de morts, bien entendu. Hein. Le paysan d'un pays du tiers-monde qui vend sa production de coton, par exemple, beaucoup plus cher qu'un autre pays d'un autre continent, eh bien, les importateurs internationaux vont dans l'autre pays où c'est moins cher. Donc, du coup, lui, il est coulé, il ne vend pas sa production. Il peut aller chercher un travail à la ville ou grossir le rang des pauvres, et tout est comme ça. Parce qu'on voit bien pourquoi nous, on fait fabriquer des choses au Vietnam, au Cambodge, dans un pays d'Afrique, parce que ça va coûter beaucoup moins cher à faire fabriquer à l'étranger, même si on rajoute le prix du transport pour que les produits reviennent. Donc, un exemple de la mondialisation typique, c'est que nous, pour Noël, on vend des coquilles Saint-Jacques. Il faut savoir que quand on récolte les coquilles Saint-Jacques, on enlève l'animal qui est à l'intérieur. On garde les coquilles, et si on veut les vendre dans les coquilles, il faut laver, nettoyer les coquilles. Eh bien, on envoie les coquilles en Asie du Sud-Est, vides. On met en attendant l'animal dans un conteneur réfrigéré, etc. Là-bas, c'est lavé par des ouvriers qui ne gagnent absolument rien, qui ont payé 1 centime de l'heure, etc. Les coquilles blanchies, nettoyées reviennent, on remet l'animal à l'intérieur, on les vend en public. Et on se dit, en faisant ce trafic, les containers, les cargos, etc., le débarquement, le déchargement, les assurances de fret maritime, le travail est moins cher que si c'était fait en Bretagne ou à La Rochelle, ou je ne sais pas où, on fait les coquilles Saint-Jacques. Vous allez dire, mais c'est ça, la mondialisation fonctionne comme ça. Bon. Résultat, celui qui voudrait faire ça comme entreprise chez nous, il ne peut pas, parce qu'il ne tiendra jamais la concurrence en prix. Et donc, forcément, ça nécessite des cargos qui utilisent du carburant, qui fait de la pollution 100 fois plus que les voitures diesel, etc. Donc on en est là. Hein. Alors quand on condamne ce système, qu'on dit mais c'est invraisemblable, mais il faut arrêter ça, vous êtes quelqu'un de très très farfelu, bien entendu, qui n'avait rien compris, et puis, écoutez, vous n'aurez pas le droit à la parole parce que vous n'allez pas accéder aux médias. Parce que pour dire ce que je dis là, pour le dire à une chaîne de télé officielle, ça va être dur. Alors voilà, on a fait le tour très très brièvement du système, on ne peut pas trop insister là-dessus, puisque toutes les conférences en général portent là-dessus. Donc dans un deuxième temps, on va voir, nous dire, voilà, qu'est-ce qui va se passer dans les années suivantes, à la lumière de quelque chose qu'on utilise bien sûr beaucoup en ésotérisme, qui est l'astrologie. Alors il ne s'agit pas de l'astrologie des horoscopes, des journaux, c'est-à-dire, en gros, quel est votre avenir pour l'année. C'est un peu ce qu'on appelle l'astrologie divinatoire, c'est-à-dire des prédictions, comme il y a un tarot divinatoire, tirez les cartes, votre travail ce sera ça, vous allez faire une rencontre, vous allez ceci. Là, c'est des choses
complètement métahistorique, métaphilosophique, etc., etc. En gros, c'est l'avenir du monde, ce n'est pas l'avenir des personnes. Hein. Alors, bien sûr, en astrologie mondiale, on tient compte de ce qu'on appelle des planètes lentes, c'est-à-dire des planètes qui sont très longtemps dans un signe, qui le marquent beaucoup, hein, et qui font des aspects entre elles. Les planètes rapides, bon, elles passent tellement vite dans un signe qu'elles n'ont pas le temps de l'impacter. Hein. Alors, vous avez là, fait pour le 1er janvier, pour le début de l'année, et pour l'année 2019, en gros, les planètes lentes, plus Mars, qui est semi-lente, semi-rapide, etc., comment elles sont disposées. Et alors, alors, bien sûr, je comprends très bien qu'il y a des personnes qui ne sont pas spécialistes d'astrologie. Et quand on n'est pas spécialiste d'astrologie, qu'on voit ça, on dit ben, qu'est-ce que vous pouvez déduire de ce qu'on voit là sur l'image? Ben oui, bien sûr. Bon, vous avez le cycle des planètes, là par exemple Neptune, là par exemple Pluton. Bon, bien sûr, ça ne veut pas dire grand-chose à qui n'a pas appris l'astrologie. Vous avez des lignes, ce sont les aspects entre les planètes. Il y en a des positifs, il y en a des négatifs. En rouge, c'est les aspects négatifs. Donc c'est déjà un peu mal parti l'année quand vous voyez ce que vous voyez là sur ce qu'on appelle le schéma astral. Hein. Alors, à partir de cette position, de ces positions de planètes dites lentes, on déduit une caractéristique de l'année. C'est-à-dire l'année va être positive, semi-positive, négative, etc. Hein. Alors, la nouveauté de l'année par rapport aux années précédentes, c'est Jupiter que vous avez ici. Donc Jupiter va faire toute l'année en Sagittaire, dans le signe du Sagittaire, vous voyez ici. Il est rentré dans ce signe en novembre 2018. Il va y être jusqu'en décembre 2019. Bon, en gros, un an dans un signe, c'est ce que vous voyez ici. Hein? Alors, avec un mouvement qu'on appelle de rétrogradation, c'est-à-dire un mouvement, à un moment, vu de la Terre, la planète semble aller en marche avant, à un moment semble, parce que c'est un mouvement purement visuel, hein, aller en marche arrière et revenir en marche avant. Vous voyez, elle commence 1er janvier 11 degrés, elle va à 24 degrés du même signe, hein, il y a 30 degrés, repart à 14-30 et remonte à 30, puis passe en Capricorne. C'est ce que vous voyez ici, Jupiter en Sagittaire. Alors, pourquoi c'est important? Eh bien, ça explique un petit peu que la Terre soit un peu rentrée en effervescence. Hein, parce que Jupiter est dans son signe, donc il est en Sagittaire, c'est son propre signe, le signe dont il est maître, donc il est beaucoup plus fort dans ce signe-là que dans les autres. Toutes ces caractéristiques fonctionnent au maximum. Donc l'élan, l'enthousiasme, l'expansion, etc., etc. Une volonté de conquête. En spiritualité, c'est justement la foi, l'enthousiasme, la croisade, et tout ce qui s'ensuit. La quête du Graal en ésotérisme, c'est Jupiter en Sagittaire. Alors bien sûr, les personnes qui connaissent un tout petit peu l'astrologie vont dire qu'est-ce que c'est positif. Bon, alors surtout par rapport à l'année dernière. L'année dernière, 2018, Jupiter était en Scorpion, un signe fixe, très très intériorisé, donc il a mijoté plein de choses, il était très fort, mais un petit peu condensé. Quand il arrive en Sagittaire, on dirait qu'il y a une explosion, et c'est pour ça qu'il y a une explosion. Je dirais, première manifestation des Gilets jaunes, 17 novembre, appel pour manifester à partir de début novembre, eh bien, Jupiter est rentré en Sagittaire 9 novembre. Alors vous dites, ben on comprend que là, la flèche du Sagittaire indique en bien qu'on progresse beaucoup. Alors, avec la phase de rétrogradation, ça se calme un petit peu. Et puis bien sûr, ça va remonter dans une phase où la planète est directe. Bon, c'est un peu ce à quoi on assiste aujourd'hui. Alors on verra tout à l'heure de dire alors comment ça va tourner. Ceux qui disent eh bien ça va se calmer, ça risque pas puisque la planète est toute l'année dans un signe. Alors dans le même temps, vous avez 2 planètes ici en Capricorne. Saturne, vous voyez ici comment elle est faite dans son graphisme schématique, hein, Pluton. Alors quand vous avez Saturne en Capricorne, la planète est très très forte aussi. Parce que c'est son signe.
C'est-à-dire la planète est dans son propre signe, et donc elle multiplie toujours sa puissance. Hein. Dans ce cas-là, elle fait un mouvement de rétrogradation aussi. Hein. Elle va de 11 degrés à 20, 30, elle retourne à 14, elle remonte à 21, elle finit l'année ici à 21 degrés. Bon, Pluton à côté part de 20 degrés, va à 23, revient à 20, refinit à 22. Bon, et quand vous voyez que Saturne va finir à 21 et que Pluton va finir à 22, à la fin de l'année, vous aurez les deux planètes conjointes ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Saturne en Capricorne, c'est la rigidité, c'est l'administration, c'est le pouvoir, disons, structuré, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, qu'on dénonce tous les jours, la technostructure, c'est-à-dire les technocrates. Et là, on pourrait dire, c'est la puissance étatique dans toute sa splendeur. Donc on voit bien comment se dessine l'année. Elle se dessine avec deux choses complètement contradictoires. Il y a un aspect expansif, effervescent, justement un peu tout chambouler, faire des conquêtes sociales en l'occurrence, etc. Et de l'autre côté, la rigidité totale du pouvoir. C'est bien ce qu'on voit dans l'actualité. Le pouvoir, il résiste tant qu'il peut. Ben, justement, Saturne, Capricorne, c'est le pouvoir. Et les autres, l'opposition, bon, est plus dans la dynamique. Hein. Et alors Pluton en Capricorne, eh bien là, cette planète elle est un peu paralysée dans ce signe-là, elle ne s'exprime pas non plus totalement, parce que c'est une planète Scorpion, donc en Capricorne, elle a un peu mis dans la condensation, mais travaille tout par l'intérieur. C'est-à-dire, en gros, elle modifie les choses, les transforme, mais ce n'est pas visible. Alors quand ça va devenir visible, c'est-à-dire quand elle va passer en Verseau, tout va sauter aussi. C'est-à-dire tout ce qui aura été modifié, mais mis sous le boisseau, en gros, bah, éclate au grand jour. Alors vous voyez ce qui va se passer. Pluton avance bien sûr vers la sortie du signe. Saturne, bien sûr, avance vers la fin du signe. Jupiter va passer en Capricorne, arriver à la sortie du signe. Bon. À un moment, vous allez retrouver ces trois planètes-là en Capricorne, et à un moment, les trois vont passer en Verseau. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu hein, l'ambiance. Hein, très, très difficile. Hein, parce que ce sont des aspects mondiaux très difficiles. D'accord? Alors, vous avez d'autres planètes, bien sûr. Hein, il y a 5 planètes lentes, une semi-lente. Alors, les deux autres planètes, vous avez Neptune en Poisson, à peu près dans le milieu du signe, hein, 14, 16, 18 degrés, toujours avec un mouvement de rétrogradation. Ça passe de 14 à 18, 40, ça revient à 16, puis ça va vers l'avant. Hein. Donc en Poisson, alors là, Neptune, caractéristique aussi, elle est dans son signe. Alors, qu'est-ce que Neptune? C'est l'idéalisme, c'est la foi, c'est la spiritualité, c'est l'humanisme, c'est la bonté, c'est la compassion, c'est l'aide humanitaire. Alors, on a un peu d'aide humanitaire hein, aujourd'hui dans le monde avec tous ces bateaux qui vont repêcher les réfugiés, l'aide humanitaire mondiale, etc. Alors, bon, ça pourrait être considéré comme très bon. Hein. Quand une planète est dans son signe, elle est appelée en domicile, est très bonne. Il faut remarquer déjà qu'on a 3 planètes en domicile. Hein. Jupiter dans son signe, Saturne dans son signe, Neptune dans son signe, et en astrologie mondiale, les 3 en même temps, c'est très rare. Donc on est déjà dans une situation hein, très très particulière. Et puis Uranus. Alors Uranus a été 7 ans en bélier. Bon, elle était très très forte, elle a fait tous les soubresauts mondiaux qu'on connaît, c'est-à-dire toutes les révolutions arabes, tous les clashs qu'il y a eu partout, toutes les guerres locales, etc. Et alors actuellement, elle est dans une position très spéciale parce qu'elle était rentrée en taureau et repartie en bélier quelques mois. Actuellement, elle est en bélier, elle est ici, et réavance en taureau. Alors, là, elle n'est pas dans son signe. Elle n'est pas dans son signe qui est son signe personnel, elle est même dans le plus mauvais signe dans lequel elle puisse se trouver. C'est-à-dire le taureau pour Uranus, c'est pas bon du tout. Elle y est. Alors bon, ça va déclencher des choses qu'on va voir après. Hein, c'est-à-dire dans un signe de terre, eh bien Uranus ne peut pas s'exprimer, travaille un petit peu cette terre et à un moment qu'on n'en peut plus, fait tout sauter. Là, bien sûr, c'est très très
difficile de voir cet aspect-là ici. On va voir un peu après ce que ça donne pour l'année. Elle est quand même en taureau pour 7 ans. Alors, quand des personnes qui ne connaissent pas l'astrologie entendent ça, vont dire bah alors on a 7 ans de malheur. Ben non, comme le miroir qu'on casse. Alors, pas vraiment, parce que les malheurs existent quand il y a des aspects négatifs en même temps avec cette planète. C'est-à-dire s'il y a des aspects positifs avec Vénus, etc., bon, ça ne se passe pas. Mais sur 7 ans, eh bien, une année, il se passera des aspects négatifs, bien entendu. C'est ces moments-là où il y a un clash. Le clash, ça peut être un tremblement de terre, ça peut être une crise financière, ça peut être aussi. Alors, pour ceux qui s'y connaissent pas beaucoup en astrologie, ils vont dire, mais finalement, c'est positif ou c'est négatif de voir ça? Alors, ce qui est très négatif, ce n'est pas les planètes en tel signe, puisque comme elles sont dans leur signe, presque toutes, elles sont plutôt positives. Même Mars, il commence l'année en bélier, c'est son propre signe, ça veut dire que ça commence bien, il est dans son signe, c'est signe de feu, c'est très dynamique, d'ailleurs l'année est déjà commencée, pas mal d'effervescence, elle finit l'année en scorpion, c'est son propre signe aussi. Donc on rajoute encore une planète qui est dans son propre signe. Mars a 2 signes dont il est propriétaire, si l'on peut dire. Donc c'est pas mal comme année. Déjà, rien que la position des planètes est assez extraordinaire dans l'année. Alors, qu'est-ce qui peut être négatif là-dedans si l'année n'est pas bonne? Elle est en tout cas moins bonne que 2018. C'est les aspects en rouge qui sont les aspects négatifs. Donc, je vous parlais tout à l'heure, Jupiter en Sagittaire, ça va de l'avant, ça veut bouger, ça veut les réformes, ça veut, disons, se déplacer, aller en voyage, etc. Et la fameuse Neptune, l'idéal, etc. Sauf que c'est ce qu'on appelle en astrologie en carré, c'est-à-dire comme ça. Donc, en affrontement, en blocage. Et donc, ça, si vous aviez un aspect positif entre les 2 planètes, ça serait très bien, mais là, vous avez un aspect négatif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que vous avez de l'utopie d'un côté, beaucoup d'idéal, de l'autre côté, bien entendu, ça bloque, les planètes en Capricorne verrouillent tout, vous avez la situation actuelle. Donc, c'est-à-dire une rigidité étatique avec une effervescence de l'autre côté. Ça, l'aspect Jupiter-Neptune qui dure une grande partie de l'année, eh bien, c'est justement la caractéristique de la crise sociale. Donc, on l'a là. Alors, on ne l'a pas là actuellement, parce que là, on l'a en janvier. Milieu janvier, on a cet aspect-là. Après, il se détend un petit peu, parce que les planètes n'avancent pas à la même vitesse, puis l'aspect se refait, en gros, du côté du mois d'avril, mai, etc., et se refait en septembre. Donc, à la question qui serait, est-ce que les mouvements sociaux qu'on voit actuellement, qui peuvent être des grèves, des manifestations, des émeutes, etc., s'arrêtent, c'est pas possible avant septembre. Bon, déjà, puisque vous avez cet aspect-là. Donc septembre, octobre, en gros, ça, on l'a pour l'année. Donc, on peut dire que c'est un aspect qui va embêter l'État, si on peut dire, et créer des troubles dans le pays toute l'année. Alors après, quand Mars est en bélier, eh bien vous avez un carré aussi par rapport aux planètes en Capricorne. Quand Mars va être dans le milieu Capricorne, il y a le carré avec Saturne. Quand il va être à la fin Capricorne, il y a le carré avec Pluton. Alors carré Mars-Capricorne, Mars-Saturne en Capricorne, c'est très difficile aussi. Parce que Mars-Bélier, c'est l'avancée, l'effervescence, le dynamisme, etc. Saturne en Capricorne, c'est le blocage. Donc en gros, c'est j'avance et je recule en même temps. Alors imaginez une voiture, je veux accélérer, j'appuie sur Mars, puis de l'autre côté, j'ai le frein, c'est Saturne. Si vous faites les deux en même temps, vous n'allez pas vraiment aller très loin en voiture, mais l'aspect signifie un petit peu ça. À la fois, je veux avancer et en même temps, je suis maintenu sur place. Et ça correspond aussi en astrologie mondiale à ce qu'on voit actuellement dans le pays. C'est-à-dire, je veux aller de l'avant, je veux plein de réformes, je veux que tout change. Puis, vous avez, j'allais dire, la chape de plomb, puisque comme par hasard, Saturne, son métal, c'est le plomb. Et Mars, son métal, c'est le fer. Alors vous allez dire,
j'ai un télescopage fer-plomb, ça risque pas de donner quelque chose de très positif, c'est pas positif. Hein. Bon, sauf l'avantage, c'est que Mars passant très vite en bélier, en gros 6 à 7 semaines, bon, en gros milieu février, il est sorti là. Hein. Bon, alors quand il est en troisième décan, quand il est ici, tout à la fin bélier, là il fait l'aspect avec Pluton, alors là c'est moins bloquant, parce que Pluton bloque pas comme Saturne. Hein. Mais l'addition des deux en aspect négatif, alors là ça crée des tensions, des conflits, du stress, un malaise généralisé. Donc si on prend tout ce qui est en rouge là sur le schéma, il n'y a rien de folichon hein, pour l'année. Alors, seul avantage, il en a comme un main, hein, c'est quand Mars va être en bélier, fait un très bon aspect avec Jupiter. C'est les deux signes de feu. Donc, quand vous êtes là, bon, les deux planètes de feu s'additionnent. Donc, ça avance quand même dans le contexte, avec des nouveautés. Bon, X, Y, hein. On voit bien dans l'année, il faudra bien que le pouvoir évolue, il faudra bien que ça avance, il faudra bien ceci, il faudra bien cela. Donc, on a cet aspect-là. Hein, ici. Alors, vous allez dire, mais comment on se tire de 3 aspects négatifs et un seul positif et un tout petit ici? Bon, ben justement, ça explique que c'est très, 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 très tangent. Hein, c'est-à-dire que, bon, on n'a pas vraiment quelque chose qui va dans le même sens. Si tout allait dans le même sens, toutes les planètes allaient dans le même sens, ben, on a une avancée ou une stagnation si c'est dans des signes fixes. Là, on a un peu des choses comme ça. Hein. Alors, comme ces deux planètes-là, les principales de l'année, hein, c'est cet aspect ici, Jupiter-Neptune dans des signes mutables, bien justement en astrologie, les signes mutables sont ceux qui ne vont jamais facilement dans le même sens. C'est-à-dire c'est un moment en avant, un moment en arrière, un moment de recul, un moment... en gros, c'est des signes alternatifs, hein, mutables, comme on dit, donc on avance, on recule, on ne sait pas où on va, et on voit bien dans la situation actuelle, l'État ne sait pas où il va, et puis ses opposants ne savent pas où ils vont non plus. Chacun essaie d'avancer, quand ça ne va pas, on recule, puis on réavance, et ça va être malheureusement un peu comme ça toute l'année. Donc l'année 19, un peu, elle est mouvante, elle est bon, un peu effervescente. Ça dépend des périodes, ça va faire des choses comme ça, un peu sur toute l'année. On verra après s'il y a un clash absolu ou pas. Pas forcément, parce que c'est pas la pire année. Il y en a qui vont dire, bah, si c'est pas la pire année, qu'est-ce que ça va être, les autres? Alors, si on reprend le schéma que j'ai expliqué tout à l'heure, des aspects terribles. 2008, 2009, 2015, un creux, un peu une pause, 2017, 2018, il y avait même 2 bons aspects l'année dernière. Bon, il y avait un bon aspect Saturne-Uranus, il y avait un bon aspect Jupiter-Neptune, justement, parce que comme Jupiter était en Scorpion, eh bien, il faisait un bon aspect, vous voyez, il était ici, il faisait un bon aspect à Neptune, il faisait cet aspect-là, en fait, puisqu'il était ici. Donc, en fait, il y a eu un progrès. Parce qu'en général, quand il y a un aspect positif entre les deux planètes qui font beaucoup d'ouverture et beaucoup de social, c'est les maîtres du même signe. Hein. Ils sont tous les deux maîtres du Sagittaire, tous les deux maîtres du Poisson en même temps. Donc il y a une avancée. Donc l'année dernière, 2018, même si ça s'est mal terminé l'année, il y a quand même eu un certain progrès économique. Une mini croissance, une croissance assez importante, au niveau du monde, pas au niveau de la France, mais au niveau du monde, parce que des pays comme les États-Unis, la Chine, l'Inde, l'Afrique ont fait des taux de croissance importants. Aujourd'hui, en 2019, vous avez le carré au lieu du trigone, qui est aspect positif, forcément, ça se bloque. Hein. Donc on peut avoir une restriction économique à cause de cet aspect. Hein. Et alors, donc, comme je vous ai dit que ça faisait un tout, on va avoir un tout, c'est-à-dire les planètes qui vont s'additionner dans un contexte qui va aller de 2019 à 2024. Donc ces années-là vont ensemble. Mais ça risque d'être pire les années suivantes, 2020, 2021. Alors si on voit
avant de voir notre pays, parce que bien sûr, je suppose que les personnes qui s'intéressent à ce genre de prévision, je dis prévision et pas prédiction, parce que prédiction, c'est je vous prédis telle chose, ça a un caractère absolu. Prévision, c'est voilà les tendances. Hein, donc, ça peut être plus ou moins corrigé pour X événements. Ah, vous allez dire, mais alors cette planète-là, là, Uranus en taureau, qui est visiblement peu en aspect avec d'autres planètes, pour le moment. Hein, parce que ça va changer dans les années qui viennent. Qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, quand elle est en taureau, dans un signe fixe de Terre, elle ne s'exprime pas vraiment bien, parce que c'est une planète Verseau, donc bon, très dans l'ouverture, la fraternisation, la transcendance, etc. En taureau, elle se fait un peu coffret, j'allais dire, sauf que comme c'est une planète très très énergique, très très électrique, etc., elle travaille quand même ce signe sous tension, un peu comme un ressort, vous les aplatissez, puis soudain saute. C'est-à-dire que finalement, c'est de la concentration, puis une explosion. Alors, comme c'est un signe fixe de Terre, vous risquez très très fort, enfin on risque, quand je dis vous, c'est pas vous les auditeurs, je dis les terriens risquent quand même les catastrophes naturelles liées à la Terre. C'est-à-dire les tremblements de terre, c'est-à-dire les éruptions volcaniques. Donc il devrait y en avoir eu une ou deux ou trois très importantes dans l'année. Alors il faut d'autres planètes qui vont avec. Hein. Il faut un aspect avec Mars, il faut un aspect avec Mercure. Alors pourquoi? Parce que Mars c'est la violence, Mercure c'est le mouvement, un petit peu de la Lune c'est le mouvement. Alors quand vous avez ça, ben, l'écorce bouge. Alors là, je n'ai pas fait tous les calculs, hein. Mais en gros, fin février, ici, Mars qui est là va arriver sur Uranus. S'il y a un aspect négatif de Mercure quelque part, bon, vous avez le clash là physique, c'est-à-dire l'écorce hein, terrestre. Alors très souvent, c'est aperçu que quand Uranus était dans un signe de Terre, avec les planètes rapides qui viennent apporter un élément supplémentaire, eh bien, ça crée ce genre de choses. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, hein, mais les astrologues vont chercher quels sont les pays taureaux, etc., pour dire bah, les pays taureaux, ils vont être plus concernés par un tremblement de terre que les autres. Alors, on verra bien dans l'année s'il y a lieu, mais je fais remarquer aussi, c'est déjà commencé. Parce qu'il y a déjà eu une éruption volcanique, je crois, en Indonésie, il y a l'Etna qui s'est mis à fumer, et on n'est pas dans les aspects les plus importants à aujourd'hui. Hein. Donc ça devrait s'amplifier par la suite. Bon, voilà un peu pour le cadre, disons, 2019. Alors aussi, on tient compte en astrologie mondiale non pas seulement de la position des planètes, mais des éclipses. Alors les éclipses, c'est très très important, bien entendu. Alors il n'y en a pas tous les jours, heureusement. Alors il faut que je la retrouve. Alors, donc on tient beaucoup compte des éclipses en astrologie mondiale, soit des éclipses de lune, soit des éclipses de soleil. Les plus importantes sont les éclipses de soleil, bien entendu. Alors pourquoi? Parce que quand vous avez une éclipse, vous avez un affaiblissement de la lumière, et même dans une éclipse totale de soleil, l'obscurcissement total de la lumière, ça veut dire que la lumière, bien entendu, qui éclaire le monde, eh bien, elle est enténébrée, les forces de la nuit dominent, et bien sûr, ça crée une perturbation énorme. Si vous êtes né le jour d'une éclipse de soleil, c'est très mauvais dans votre destin individuel. Hein. Alors, il y a des éclipses totales de lune, des éclipses totales de soleil, et il y a des éclipses partielles. Alors là, je n'ai pas tenu compte des éclipses partielles, on peut en tenir compte, hein, il faut un petit quelque chose. En quoi une éclipse, par exemple, quand la lune masque le soleil et qu'il fait noir, ben, quelques dizaines de minutes, et puis une partie d'ombre, un cône d'ombre quelques heures, c'est important pour les événements. Alors, c'est toujours considéré dans la tradition comme négatif. Hein, c'est-à-dire que la lumière du jour, le soleil, la vie, le rayonnement, tout ce qui s'ensuit, et bien soudain est plongé dans la nuit, parce que
la Lune passe dessus. Alors, on a des exemples typiques, hein, 1999, l'éclipse s'est passée dans le signe du Lion. Bon, justement, celle-là, elle avait lieu en Europe. Alors, elle a lieu des endroits géographiques très particuliers. Hein, un moment, c'est aux États-Unis. La dernière, c'était 2017, c'était aux États-Unis. Un moment, c'est en Chine. Un moment, c'est en Europe. Ça, quand même, donne des choses assez négatives pour la zone géographique concernée. Hein. Donc, nous, au 99, en Europe, on était très concernés. Et quelle particularité il peut y avoir pour l'évolution hein, du monde? C'est toujours suivi de catastrophes. Alors, en général, des catastrophes naturelles, et puis des catastrophes sociales, politiques, etc. Alors, la fameuse éclipse de 1999, du 11 août 1999, qui était annoncée dans je ne sais pas combien de prophéties, par Nostradamus, par Rabelais dans un de ses livres, par 6-7 autres, disons, auteurs, ouvrait justement le cycle final de décadence, en disant, ben voilà, là, il y a une éclipse qui n'est pas ordinaire, qui va être un fléau, et vous savez que ça a été suivi de plein de catastrophes. C'est-à-dire des tremblements de terre en Grèce, en Turquie, et la fameuse tempête tropicale en France. Alors, une tempête tropicale en France, vous savez, cet ouragan qui a couché 8 millions d'arbres dans le pays, c'est jamais imaginé comment ça pouvait être possible, ça. Un phénomène unique, jamais reproduit depuis. Bon, pareil aux États-Unis, en août 2017, l'ouragan Harvey qui a suivi l'éclipse a tout ravagé, justement, dans le coin le cône d'ombre de l'éclipse. Alors, on peut dire, mais alors quel rapport il peut bien y avoir entre une éclipse et des catastrophes naturelles ou sociales ou politiques, etc. Eh bien, parce que les champs magnétiques sont chamboulés. C'est-à-dire que la Lune, quand elle masque le Soleil, ou l'inverse, hein, quand vous avez un alignement Soleil-Terre-Lune, quand vous avez une éclipse de Lune, c'est ce phénomène-là. Hein. Vous avez la Terre entre le Soleil et la Lune, ce qui fait que l'ombre de la Terre est projetée sur la Lune et la masque. Les radiations, on peut dire les ondes, comment je pourrais dire, les énergies sont détournées. En gros, il y a une perturbation totale des champs magnétiques. Alors, ça ne joue pas tout de suite. Il peut y avoir une semaine, un mois, 6 mois de décalage. Mais ça crée dans l'atmosphère, dans les courants telluriques, dans quelque chose, des perturbations telles que vous avez la catastrophe après. Donc, naturel. Hein. Bon, le voit, c'est systématique hein, à chaque fois. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a un ciel d'éclipse. C'est-à-dire, quand une éclipse se passe, il peut y avoir ce jour-là, pour les autres planètes que le Soleil et la Lune, que des aspects positifs. Bon, ben, lorsque là, l'éclipse est considérée comme pas importante. Bon, ça ne va rien spécialement déclencher. Par contre, si beaucoup d'aspects sont négatifs ce jour-là, là, vous pouvez être certain hein, du clash. Alors là, vous en avez une, c'est une éclipse totale de Lune. Bon, on ne tient pas trop compte des éclipses partielles. Elle a lieu le 21 janvier. Donc c'est le jour de l'entrée du Soleil dans le signe du Verseau. Donc c'est ici, vous voyez, 0 degré. Donc bien sûr, une éclipse totale de Lune, c'est une opposition Soleil-Lune. Donc vous avez cet aspect ici, bon, carré Uranus, justement. Alors un Uranus qui est encore en Bélier, qui est très, très dur, donc cet aspect-là, ce que vous voyez, le triangle rouge là, c'est quand même assez négatif. Donc il faut vous attendre, puisqu'on est le 21 janvier, que fin janvier, début février, tout le mois de février, il y ait pas mal de difficultés, d'effervescence, de troubles, soit naturels, soit politico-sociaux, etc. Il se rajoute à ça même encore un aspect négatif ici, d'ailleurs en plus, puisque vous avez toujours ici, et au même moment, fameux carré, donc aspect négatif, Neptune, Jupiter, vous voyez, 14 degrés 35, 15 degrés 47, bon, Vénus dedans, mais enfin, l'aspect négatif, ça en rajoute un petit peu. Hein. Alors, il y a toujours un paquet de planètes en Capricorne. Il y a encore Mercure de plus en Capricorne qui fait un aspect négatif. Ben là, vous l'avez, le fameux carré de Mercure à Uranus ici. Et puis les lunes noires, si on tient compte des lunes noires en Verseau, qui est un signe très très énergique et électrique, etc., ben, c'est négatif aussi. Bon, donc, ouais. Donc c'est l'éclipse totale de Lune du 21 janvier. Vous devez avoir
Voilà. Ensuite, il y a l'éclipse totale du Soleil du 2 juillet 2019. Voilà. Alors, vous retrouvez les planètes qui sont dans les signes toute l'année, hein. Saturne, Pluton, Jupiter en Sagittaire, Neptune en Poisson, là, Uranus qui est bien en Taureau, et alors les lignes rouges sont les aspects négatifs. Bon, c'est quand même pas très rassurant, hein. Vous voyez? Parce que là, vous avez le fameux carré Uranus-Mars. Vous voyez ici? Vous avez toujours le carré Jupiter-Neptune qui est maintenu, et puis vous avez conjonction Soleil-Lune, c'est l'éclipse, Saturne en face, bon, c'est pas fameux hein, d'avoir cet aspect ici, en plus l'axe des nœuds lunaires, ici, et sur l'axe, et alors vous voyez, ça fait pas de forme géométrique très précise, les aspects sauf une espèce de lame de faux, hein, ici. Bon, en clair, le ciel est très négatif. Alors, les éclipses sont encore d'autant plus fortes quand elles se passent en Cancer, c'est le cas, puisque c'est le signe de la Lune, elle est bien concernée, c'est la Lune qui passe devant le Soleil, ou en Lion, comme c'était en 99, puisque c'est le signe du Soleil. Donc les éclipses sont amplifiées quand elles se passent soit dans le signe du Soleil, soit dans le signe de la Lune. Hein, donc 2 juillet, puis juillet, août et l'année suivante, bon, il y aura quelque chose de très difficile. Hein. Alors voilà un petit peu pour l'année hein, 2019. Ça n'a pas l'air d'être très réjouissant, il faut bien le dire. Alors pourquoi il faut lier aux autres années? Eh bien parce qu'après 2020, 2021, c'est pas très brillant. Parce que voilà l'état du ciel après. Hein. Donc, vous avez vu tout à l'heure les aspects. Hein. Jupiter en Sagittaire, ben forcément, en 2020, il va passer en Capricorne. Hein. Donc, il va rejoindre Saturne et Pluton qu'on a vu tout à l'heure. Et à un moment, les 3 planètes vont se retrouver quasiment au même endroit ici. C'est-à-dire, vous allez avoir un trio, là, Jupiter, Saturne, Pluton. Hein, Saturne va arriver sur Pluton, va passer au-dessus de lui, et Jupiter les rejoint, parce que là, il est ici, en un an, il est ici, c'est 3 planètes, avec bien sûr un carré avec Mars de l'autre côté, bon, assez négatif quand même. Et donc, bien sûr, ces 3 planètes-là réunies dans un même décan, d'un même signe, c'est très rare, exactement dans le même décan, à 2 très durs, hein. Saturne, Pluton, en Capricorne, c'est très très dur. Et vous avez Jupiter qui passe dessus, qui est en gros l'expansion, l'effervescence, l'amplification. C'est-à-dire que ce qui est donné par l'aspect très difficile, prenez un contexte politique très tendu, eh bien Jupiter le fait bon, arriver en éventail, exploser en gros. Hein. Donc bon, là on a un ciel qui n'est pas très favorable, et en plus, vous avez encore une éclipse totale de soleil le 14 décembre 2020. Donc là, ce n'est pas le ciel de l'année, parce qu'on verra en 2020 commencer tout le détail de l'année, mais en gros, une éclipse totale de soleil en décembre, donc elle est Sagittaire, elle est ici. Donc toujours conjonction Soleil, Lune, Mercure qui est le mouvement, qui est dans un signe de feu, donc qui fait quelque chose de très mouvementé. Carré avec Neptune, qui est ici, en signe mutable, donc des choses très très instable, un carré entre Mars et Pluton. Vous voyez, 20 degrés, 23 degrés. Bon, un ciel très très dangereux, très dangereux. Alors on peut aller plus loin si on veut rentrer dans les détails. 2020, pour les lames de tarot, c'est 2 fois la lame du jugement. Hein, puisque la lame du jugement, sous-entendu là pour l'humanité, 2 fois 20. Donc vous doublez le nombre, une année 4, c'est le chiffre de la matière. Toujours l'Uranus en taureau, bon, c'est pas très très satisfaisant. Quand vous arrivez en 2021, eh bien, vous avez aussi des aspects très très curieux. Hein. Vous allez avoir là quelque chose de très particulier, Saturne et Jupiter qui là vont arriver en Verseau. Alors là, c'est nettement plus positif. En Verseau, ces planètes-là vont beaucoup mieux qu'en Capricorne. Hein. Donc là, ça va libérer des forces, hein, ça va libérer des choses. Vous avez toujours, parce que la planète est très lente, Pluton en Capricorne. Bon, ça va toujours mijoter là
en sous-sol, en souterrain, dans l'invisible, un tout un tas de transmutations qui vont se révéler quand Pluton va passer en Verseau. Donc vous voyez, on arrive dans une libération, hein, entre guillemets, hein, parce que ça veut dire un changement des temps, une évolution très importante. Un moment, c'est figé, et à un moment, on libère un petit peu toutes les forces. Le ciel reste négatif quand même. Hein. Est-ce que vous retrouvez un ciel d'éclipse, curieusement encore à un mois de décembre, encore Sagittaire, vous retrouvez les mêmes planètes, Soleil, Lune, Mercure. Un carré avec Neptune, il y est toujours, hein, ici. Et puis là, ben, vous avez alors un nouvel aspect, très très difficile, un carré, donc un aspect négatif, Uranus, Saturne, vous voyez, 11 et 9. Alors ça, c'est des aspects vraiment aussi très conflictuels, très clashants, entre deux signes fixes, Taureau et Verseau. Alors là, bon, il risque d'avoir un éclatement de quelques structures, de quelques pays, de situations politiques, etc. Donc très très difficile ça. Hein. Donc on arrive fin 2021. Alors j'ai pas fait la suite. J'ai pas fait la suite parce qu'on peut continuer comme ça l'éclipse totale de 2023. Et puis l'une des dernières, ça ne veut pas dire que c'est la dernière des éclipses, hein. Il y en a tout le temps, hein. On peut aller comme ça jusqu'en 2050, mais en gros la dernière très importante pour ce cycle-là, c'est avril 2024. Donc quand vous êtes en avril 2024, vous avez quand même ces planètes ici qui sont arrivées en bélier, et vous avez l'année où Pluton entre en Verseau. Hein, donc il va arriver à peu près ici. Hein. Alors quand vous avez cette situation-là, on peut dire qu'on est vraiment, vraiment dans une situation nouvelle. Hein. Donc il faut attendre, en gros, pour être sorti, à ceux qui disent bah, on va sortir de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, et bien sûr un petit peu aussi en France, bah, en gros, pas avant 2023-2024. Après, c'est plus aéré, on n'a plus tous des aspects comme ça. Le Verseau étant censé nous libérer des tensions et difficultés qu'on a aujourd'hui. Hein. Alors voilà les présentations, alors très très rapides, hein, parce qu'on n'a pas fait tous les aspects de l'année, mois par mois, etc. Si on résume pour nous cette année, ben, vous voyez, pour l'année de 2019 a commencé, c'est ce ciel-là. Vous avez donc 3 carrés Neptune, Jupiter dans l'année. Le dernier est en septembre, avec des conséquences encore octobre-novembre. Et après, Jupiter change de signe, il rentre dans le Capricorne, etc., etc. Après, on change d'année, les 3 planètes sont condensées ici. Hein, etc. Alors, avec peut-être quelques soucis, donc au mois de mai. Alors, pourquoi le mois de mai? Parce que au mois de mai, eh bien, vous avez... C'est toujours un très mauvais mois pour la France. On n'y est pour rien, mais chaque fois qu'il y a des événements dramatiques, c'est toujours au mois de mai. Vous voyez, réunion des États généraux, c'est au mois de mai, il en sort la Révolution française. La Commune de Paris, c'est la dernière semaine du mois de mai. Mai 68, le coup d'Alger, c'est au mois de mai 58, etc. Et là, qu'est-ce qui se passe au mois de mai chez nous? Le mois de Marie, bien sûr, de la Vierge Marie, mais c'est pas indiqué. Bon, qu'est-ce qu'on a au mois de mai? Les fameuses élections européennes. Alors, elles risquent de mal tourner. Alors, bon, ça ne veut pas dire qu'il y aura une catastrophe, hein, mais peut-être dans le résultat. C'est-à-dire, il risque fort que, vu le contexte, il y ait les partis les plus anti-européens qui gagnent les élections. Alors, on aurait une Assemblée européenne quand même très curieuse, avec une majorité de gens qui sont contre l'Europe et qui voudraient donc refaire une autre Europe. Alors, ça déclencherait bien entendu quelque chose de très particulier en politique. Alors, le pouvoir n'irait pas jusqu'à supprimer l'élection pour cause de troubles en France, parce qu'il risque d'en avoir d'ici le mois de mai, parce qu'on dirait, ah ben vous avez peur de l'élection, vous avez peur du résultat, vous supprimez le vote démocratique des citoyens, donc c'est pas possible, donc on maintient. Mais alors il faut voir que les gens vont profiter du vote bon, pour donner un résultat bon, très très sujet à caution. Et donc, au niveau de l'Europe, si on voit un petit peu l'année au niveau de l'Europe, alors c'est pas fameux non plus. Parce qu'il y a beaucoup de pays, il y a une crise de l'Europe déjà, et il y a beaucoup de pays qui ont tendance à suivre l'exemple de l'Angleterre.
Vous savez, l'Angleterre, elle est sortie de l'Europe, donc elle avait demandé à rentrer, on a hésité à la faire rentrer, on l'a acceptée, elle avait un statut spécial à l'intérieur, puisqu'on n'a jamais accepté l'euro et puis tout ce qui s'ensuit. Et il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui râlent à mort contre Bruxelles. Alors là, bon, l'année 2019, en clair, ça va être la crise de l'Europe. Une crise de l'Europe, ça ne veut pas dire qu'elle va s'effondrer ou qu'on va supprimer l'euro, mais enfin, ça va être très, très mouvementé et très, très malmené. Alors, pour revenir, parce que là, c'est le contexte, fameux Uranus en taureau dont je vous parlais tout à l'heure, qu'est-ce que ça peut donner un Uranus en taureau alors qu'il n'est pas dans son signe de prédilection? Alors, il faut savoir que le taureau, c'est la Terre. Donc, tremblement de terre, quand c'est négatif, hein. Mais là, bon, on est dans un contexte négatif, mais aussi les finances. Parce que le taureau, c'est un signe d'abondance, c'est le signe de la maison 2, donc en astrologie, donc la partie gain, finance, etc. Un Uranus, qui est une planète révolutionnaire et fracassante là-dedans, casse justement le système financier et le monde des finances. Donc il pourrait y avoir une crise de l'euro, pour nous, l'Europe, mais aussi une crise financière mondiale, une sorte de krach boursier, et une récession économique. Donc si vous rajoutez au fameux aspect Pluton, Jupiter, Neptune, quelque chose qui concerne les finances, donc on voit bien qu'il y a plusieurs cracks. Vous avez un crack du sol, vous avez un crack, la crise sociale, Jupiter, Neptune, et vous avez un crack financier, Uranus, Taureau. Et c'est déjà commencé. Parce que là, il y a quelques bourses qui vont commencer à flotter. Puis on vous dit que ça a été trop bon, entre guillemets, hein, quand on dit trop bon, la croissance, pour qu'il n'y ait pas une récession. Alors pas chez nous, parce que nous, on est toujours dans les 0,2% de croissance, mais il y a des pays qui font 2% de croissance, 3% de croissance. Aux États-Unis, il y avait une très bonne croissance. Quand ça a été trop des chiffres importants, en Chine, par exemple, c'est 6% de croissance. À un moment, il y a un ralentissement. Le ralentissement devrait être 2019-2020. Hein? Bon, voilà un petit peu pour les choses. Alors, si vous voulez, vous allez avoir maintenant quelque chose de particulier pour notre pays. On va voir un petit peu notre pays en quelques minutes, hein, parce qu'on ne va pas faire toute l'histoire de France, hein, mais la France, là, 2019, 2020 et quelques, 2022, 2021. Alors, quand on est en France, notre pays, vous avez vu, 2019, il va avoir de l'effervescence politique et sociale, c'est certain, depuis que Jupiter donc, est rentré en Sagittaire, comme on a vu. Alors, pour étudier la France en astrologie mondiale, c'est très particulier, d'ailleurs tous les pays. On étudie le thème de naissance des pays. Si on dit ben, la Russie, ben, alors quand on a la Russie, on peut partir de la révolution russe par la Russie soviétique. Si on prend les États-Unis, on prend le triomphe à la guerre d'indépendance en 1776. Alors, si on prend la France, eh bien, on prend la Première République. Alors, on a proclamé la Première République en France en septembre 1792. Eh bien, vous avez un ciel comme ça. Alors, d'après les spécialistes de l'astrologie mondiale, c'est pas fameux du tout. Hein. D'accord? Alors, bon, on a proclamé la République au moment de l'équinoxe d'automne. Vous avez le soleil ici, balance. Hein. Voilà. Vous avez un aspect très particulier. Alors imaginez là, l'aspect très particulier, Jupiter-Neptune. Vous avez la conjonction Jupiter-Neptune, proche de l'ascendant de ce jour-là. Hein, le jour, en gros, 21 décembre 1792, proclamation de la République. Hein. Donc forcément, les deux planètes, Jupiter et Neptune, c'est l'idéal, c'est pour le dépassement, mais Saturne en face, vous voyez là, ce gros machin horizontal là, qui vous bloque, eh ben, ce qui aurait pu être positif. Hein. Et alors, le Neptune qui est ici, la conjonction aurait pu être, par exemple, ici. Elle est au-dessus, elle est dans ce qu'on appelle ici, en astrologie, la maison 12, c'est-à-dire une maison d'épreuves. Donc, quand la Première République a commencé, elle a eu l'épreuve dès le début, puisque vous aviez eu la guerre européenne dès le début. Bon, et puis cette République, comme vous savez en histoire, elle est tenue jusqu'en 1799, le coup d'État de Bonaparte, donc elle a tenu 7 ans. Eh bien, la Cata était inscrite
dans le thème. Avec quand même Uranus, vous voyez, au milieu du ciel, la destinée. Ben, Uranus, c'est la planète de la Révolution, vous l'avez ici, mais en carré à Mars. Mars, Uranus, violence, guerre. Ben, il y a eu, dans cette période-là, 92-94, la terreur. Guerre avec les Autrichiens, les Prussiens, etc. Bataille de Valmy, c'est dans cette période-là. Toutes les guerres qu'il y a eu pendant la période, jusqu'au coup d'État de Bonaparte, vous voyez. Alors on ne va pas trop s'éterniser sur le commentaire de la carte du ciel de la Première République, parce qu'on y passerait les 2 heures de conférence, mais c'est la référence des références. Hein. Alors vous allez dire, oui, mais on est dans la 5e, on n'a plus rien à voir avec la première. Toutes les républiques se comparent toujours avec la première. Donc on va arriver à la 5e, 6 octobre 58, voilà, vous avez ça. Alors vous avez une bizarrerie aussi dans les aspects. Hein. C'est jamais très clair, c'est jamais que des aspects positifs, c'est jamais des belles formes géométriques, des losanges, des carrés, des triangles, c'est toujours un gros machin particulier. On va passer très vite hein, pour ne pas perdre de temps, mais vous allez retomber, curieusement, comme si c'était un hasard, avec une conjonction Jupiter-Neptune. C'est-à-dire que cette fameuse conjonction Jupiter-Neptune, elle marque régulièrement les républiques. Et qu'est-ce que vous pouvez croire qu'on l'a fait exprès quand entre 1792 et 1958, vous retrouvez le même aspect mondial, hein, c'est-à-dire une conjonction. Alors pas dans la même maison, parce qu'au début elle était ici, là elle passe de l'autre côté, et quand cette année vous avez un carré Jupiter-Neptune, ben, vous retrouvez les mêmes planètes que lors des fondations des républiques, mais en aspect négatif. Ce qui veut dire que notre évolution, notre année, notre période actuelle, où il y a cet aspect ici, conjonction ici, mais en carré, va être une année très difficile. Ah, je vous passe le détail, c'est très, 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 très difficile aussi. Hein. Donc le résultat, bon ça on l'a vu tout à l'heure, hein, ce sont les éclipses. Donc on va retrouver ce fameux aspect qui nous concerne de très près, puisqu'on a presque toujours le même, soit en conjonction, soit en trigone. Alors quand c'est en trigone, un aspect positif entre ces deux planètes qui bien sûr tournent et pas à la même vitesse. Donc à un moment, on va être un aspect positif. Eh bien c'est une bonne période pour notre République. On a la croissance, on a l'augmentation de pouvoir d'achat, on a du succès diplomatique. Et puis quand c'est en carré ou en opposition entre les deux planètes, le jour où il y a une opposition à Jupiter-Neptune dans le ciel de notre 5e République, on a le clash. Hein. Donc on risque fort d'avoir le clash cette année. Alors pour répondre en vitesse à quelques questions qui sont toujours posées par rapport à la situation du pays, hein, de dire, bon, en gros, les événements politiques et sociaux, économiques, tout le monde le connaît là depuis ce qui se passe dans le pays au mois de décembre. Première question, est-ce que ça va continuer ? Oui, et ça risque à certains mois, au moment où j'ai montré les aspects négatifs tout à l'heure, pire. C'est-à-dire des émeutes avec beaucoup plus de monde et beaucoup plus de batailles de rue, de batailles rangées, etc. Hein, au moins concernés. Deuxième question, on ne peut pas parler de notre président et de son thème en public. Hein. Est-ce que le président va démissionner puisqu'on lui réclame sa démission? On ne fait pas de politique ici, hein, je ne veux pas dire il faut qu'il démissionne, il ne faut pas. Hein. Mais globalement, non, en tout cas pas cette année. Parce que d'abord, il va s'accrocher au pouvoir pour dire, bon, démissionner, c'est reconnaître une défaite. Donc il va essayer de dominer la situation, de s'en tirer. Alors, curieusement, pour ceux qui le savent, les journaux ont publié sa date de naissance, hein, donc il est Sagittaire. C'est pour ça qu'on l'appelle Jupiter, la planète maîtresse du Sagittaire. Vous avez vu à quel point le Sagittaire est concerné cette année. Et je crois qu'il y a un ascendant Capricorne, beaucoup de planètes en Capricorne. Quels sont les deux signes de l'année, Sagittaire-Capricorne? Forcément, le président est concerné. Il ne devrait pas là démissionner cette année, mais après, vous avez vu 2020, 2021, 2022. 2022, c'est une année 6, hein, très mauvais nombre. Bon, on ne sait jamais ce qui peut se passer si le mouvement social s'accroît. Hein. Bon, le reste, eh bien, une effervescence, alors plus de violence, mais bon, là, dans la violence, on l'est un petit peu tous les jours. Le pouvoir d'achat et la croissance, on a vu avec Uranus en taureau,
ça va être très tangent, eh bien, on a quelques soucis à se faire hein, pour l'année. Et alors, bon, la fameuse démission, bah, vous savez qu'il y a une pétition pour la démission du président, mais je veux dire que ça peut être une solution. Hein. Parce que faire de nouvelles élections dans le contexte actuel, je ne vous dis pas ce qui sortirait des urnes, hein, et ceux qui disent tous les jours, mais révolution, 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 alors peut-être 2020, 2022, hein, puisque les années suivantes sont encore plus tendues. Hein, mais bon, on ne va pas refaire l'histoire de la Révolution française que j'ai déjà faite dans une conférence sur Nura TV, mais quand on part, vous vous rappelez, avec les états généraux, les cahiers de doléances, on parle aujourd'hui, donnez toutes vos revendications, c'est comme des cahiers de doléances, les états généraux, la prise de la Bastille, mais après, vous avez 2 ans de terreur, 30 000 morts, et vous avez les guerres de Vendée, vous avez les guerres napoléoniennes, et puis vous avez Waterloo, et puis qu'est-ce qu'on fait après? Je vous le donne en 1000, on rétablit la monarchie. Bon. Et Napoléon se fait sacrer à Reims, comme n'importe quel roi et n'importe quel empereur. Si c'est ça que certains veulent, ben, vous avez la tendance. Hein. L'histoire ne se répète jamais. Hein. Ça ne veut pas dire que ça soit à 100% du calcage de l'histoire. Mais enfin, en général, il faut bien le dire, on a vu aussi que la révolution russe, la révolution chinoise, etc., comment ça se passe. C'est toujours très très beau au début. Et puis à la fin, ça donne quasiment le résultat inverse que ce que les révolutionnaires espéraient au début. Hein. On sait bien comment a fini la révolution russe avec le stalinisme et la révolution maoïste en Chine. Hein. Alors, entre parenthèses, pour parler de la Chine, on va finir là-dessus, ça nous concerne un peu moins, mais quand même, ce qui se passe en Chine nous concerne un petit peu, la situation mondiale. Alors, il ne faut pas s'attendre à la moindre amélioration au Moyen-Orient. Hein. C'est-à-dire qu'après une accalmie, là, 2018, on n'a pas trop entendu parler de Syrie, de Libye, d'Irak, etc. Mais ça va reprendre. Hein. C'est-à-dire qu'il va y avoir de nouveaux troubles au Moyen-Orient. Hein, avec la Turquie, les Kurdes, hein, et tout ce qui s'ensuit. Pas mal de troubles en Orient, hein, c'est-à-dire en Extrême-Orient. Bon, en Afrique, c'est toujours des problèmes de famine, d'économie, etc. Et la fameuse Chine. Hein. Alors, vous allez dire la Chine dans tout ça. Eh bien, il faut savoir qu'en astrologie mondiale et dans le cadre de la fin des temps, la Chine est le pays de la fin des temps. C'est-à-dire c'est l'instrument, c'est la nation qui à la fin des temps va être la plus, comment dirais-je, la plus à la pointe. Ouais. Et j'entendais hier, mais je ne l'ai pas fait exprès, les Chinois qui disaient nous visons d'ici 2049 à être la première puissance mondiale. C'est-à-dire à dépasser les États-Unis. Mais là, le but est affiché. On ne dit pas peut-être qu'on va faire des progrès, qu'on va rattraper les États-Unis. Le but, c'est d'être la première puissance mondiale. Or, en astrologie, le thème est très difficile. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle à la fin des temps l'inversion des valeurs, qu'en astrologie, le signe important à l'est, c'est le bélier, le signe important au milieu du ciel, c'est le capricorne, qu'à la fin des temps, quand on met les choses en l'envers, les pays dominants sont balance et cancer, c'est-à-dire les 2 signes opposés. Eh bien, qu'est-ce que vous pourriez parier que la Chine est balance cancer? Bon, c'est-à-dire justement... Vous voyez, République populaire de Chine, bien sûr, a été créée 1er octobre 1949. Eh bien, vous avez un pays balance. Vous voyez, le soleil était ici, un balance. Alors, selon l'heure, très variable, selon les spécialistes, hein, qu'on dit que serait plutôt avec un milieu du ciel en cancer, ben vous avez balance cancer. Avec bien sûr Uranus, la planète de la Révolution en cancer, et ça donne ça. Donc ce serait en gros le pays principal de la fin des temps, pas le pays principal tout court. Mais pour notre période là, concernée, en gros si on voit la période concernée, 1099, 2036, 2040, après c'est la fin, le pays qui jouerait le plus grand rôle dans le monde serait la Chine. Alors l'Europe, déjà très mal en point, a intérêt à se tenir à carreau, et puis les États-Unis aussi. Hein. Voilà, on arrête là. Merci Michel.